Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En inventant un inventeur, vous avez eu un éclair de génie, un éclair qui professionnellement ne vous a pas laissé chocolat, même si pour l'état civil vous vous appelez Liégeois. Bonjour Philippe Liégeois, bonjour Turc. Bonjour. Alors, c'est vrai que Turc, vous êtes dessinateur de bande de BD, un nouvel album au Lombard, Léonard, éclair de génie, le 56e. Vous avez un parcours de dessinateur assez étonnant qu'on va évoquer au fil de cette émission. À travers des dates clés, c'est le principe des clés d'une vie, si vous en êtes d'accord, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Alors, la première date que j'ai trouvée vous concernant, c'est le 7 décembre 1967, le numéro 1547 de Spirou, où il y a 4 pages intitulées « Eustache trompe », signé Turc. Exact. Vous vous en souvenez de ça? Oui, très bien, très bien. En fait, c'était pas la trompe d'Eustache, qui est une technique particulière qui permet de régler les problèmes d'oreille avec une poire, qu'on doit à un Suisse, d'ailleurs, qui s'appelait Adam Pulitzer. Mais en même temps, c'était votre première BD publiée. Oui, mon premier et presque unique scénario aussi. Oui. Il faut dire que c'était pas terrible au niveau du scénario. Qu'est-ce que c'était comme histoire? En fait, j'avais dessiné ça plus pour m'amuser qu'autre chose. Et je l'ai présenté à Yvan Delporte, qui était le rédacteur chef de Spirou à l'époque. Et à mon grand étonnement, il a pris les 4 pages. Voilà, ça a été publié. Alors, au départ, le dessin, c'est presque quelque chose vous faites à votre naissance. Avant même de parler, vous dessiniez, vous demandiez des crayons. Oui, exactement. Oui, je savais pas dire crayon, je disais les ronds. Oui. Et je dessinais, oui, effectivement. Mais comme ça. Oui, oui, oui. Mais c'est venu, vous ne savez pas pourquoi. Je suis né avec un crayon en main, sans doute, je sais pas. Et vous dessinez, je crois, des camions et des grues. Oui, j'ai toujours été passionné par la mécanique. Et donc, à l'époque, il y avait c'était encore juste après la guerre, et il y avait encore tous des vieux camions, des vieilles jeeps qui traînaient un peu dans les Ardennes où j'habitais. Et donc, ça m'inspirait beaucoup. Je dessinais ça. Alors, vous êtes, je crois, né à Durbuy, en Belgique, la province du Luxembourg. Je crois qu'on l'appelle la plus petite ville du monde. Il paraît, oui. C'est un nom qu'elle s'est donné, je crois. Oui, parce qu'au départ, c'était une charte de franchise octroyée par un roi, comte du Luxembourg, en 1331, et il y avait 300 habitants. Oui. Oui. Il ne doit pas y en avoir beaucoup plus à l'époque. Maintenant, il y a surtout beaucoup de touristes. Voilà. En fait, c'est un endroit très calme. Et vous avez grandi dans une famille dont le père était ébéniste, je crois. Oui, exactement, oui. Mon père était ébéniste. Mais il avait 70 ans, 70 ans oui. à ma naissance. Et, 70 ans à votre naissance? Oui, oui. C'est plutôt rare. Oui, oui. C'est un peu Charlie Chaplin, quoi. Oui. Mais il y a aussi un écrivain, Hervé Bazin, qui a eu un enfant à 80 ans. Oui. Et son fils, en naissant, était déjà arrière-grand-oncle. Ah ben oui, voilà. C'est rare à 70 ans. Mais... Oui, oui, oui. Et votre mère, je crois, tenait une pension de famille. Voilà. Mais elle était beaucoup plus jeune. Oui, ça, oui. On devine. Oui. Et donc, vous avez grandi dans cette famille et vous aviez une autre passion, Turc, c'était de démonter vos jouets pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Exactement. Toujours cette passion de la mécanique. C'était plus une passion visuelle qu'autre chose, parce que je les démontais, mais je ne savais jamais les remonter. Et donc, ça doit se ressentir dans ma carrière, surtout dans Léonard, évidemment. Oui, bien sûr. Mais en même temps, une fois qu'ils étaient démontés, vous n'aviez plus de jouets. Oui, exactement. Oui. Mais bon, je m'amusais avec les pièces. Et le jouet à la mode à l'époque, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était Monsieur Patate. Je ne sais pas si vous avez connu Monsieur Patate. Non. Qui était une pomme de terre avec, on fixait un légume dessus. Et c'était le premier jouet aux États-Unis à avoir bénéficié de la publicité à la télévision. Ah, j'en savais rien. Voilà. Monsieur Patate. C'était des jouets très simples pour vous. Oui. C'était pas ce genre de jouet-là que je démontais. Hein. Démonter une patate, c'est un peu compliqué quand même. Non, c'était l'époque des voitures à remonter avec un ressort, donc ça m'intriguait la façon dont ça fonctionnait, je démontais tout. En revanche, à l'école, vous étiez plutôt démonté parce que ça, c'était pas ce qui vous intéressait. Exactement. Un peu comme tous ceux qui aiment dessiner, mes cahiers étaient plus remplis de dessins dans les marges que du
cours que je devais recopier. Et ça plaisait pas à vos parents et à vos profs, ça? Non, mais heureusement, j'avais une maman qui était très attentive et qui a remarqué ce don et qui m'a toujours poussé à réussir dans ce coin-là, Oui. dans ce domaine-là. Oui, car vous avez commencé à lire Spirou très jeune, Oui. et il y a une série qui vous a marqué. Il y a longtemps, loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux. Les Schtroumpfs, car vous avez lu Johann et Pierre Louit Oui, bien sûr. de Peyo, qui au départ, il n'y avait pas les Schtroumpfs dedans, ils sont nés dedans. Je crois que le premier album s'appelait La flûte à six trous et c'est devenu La flûte à six Schtroumpfs. Oui, par après, oui, exactement. Et- J'ai été fort inspiré par Peyo. Je crois que ça doit se ressentir. Oui, c'est-à-dire que qu'est-ce qui vous a fasciné dans Johann et Pierre Louis, qui était une histoire moyenâgeuse avec ces deux personnages J'en sais rien. Peut-être que j'étais influencé par l'endroit où j'étais né, Durbuy, la plus petite ville du monde, Oui. qui est surmontée par un château au milieu de la ville. C'est déjà une ambiance moyenâgeuse, avec des maisons oui, de style moyenâgeux. Donc, est-ce qu'il y a un rapport avec Peyo? Je n'en sais rien. En tout cas, vous dessinez, puis un jour, vous décidez de faire une bande dessinée sur laquelle votre mère tombe un peu par hasard. Oui, pas vraiment par hasard, parce qu'elle me voyait quand même dessiner. Mais moi, j'avais fait ça pour m'amuser. Je ne savais même pas qu'on dessinait en plus grand que le format de parution. Oui. J'avais colorié directement sur les pages, ne sachant pas que ça se faisait aussi à part. Et bon, je dessinais par plaisir. Et un jour, je n'ai pas retrouvé mes pages et ma mère les avait envoyées, sans me le dire, aux éditions Dupuis. Oui. Et donc, ça a semblé intéresser le directeur artistique de l'époque, Maurice Rosy. Et il m'a convoqué. Donc, je suis allé avec ma maman me présenter aux éditions Dupuis. Et Rosy était vraiment un type très bien. Il m'a donné des conseils et il m'a dit, si tu veux vraiment, si tu aimes vraiment ça, tu peux venir travailler un jour ou deux au studio de dessin, comme ça tu verras passer les planches des auteurs, etc. Tu verras comment ça marche. Et puis donc, ce que j'ai fait, je suis allé un jour ou deux, et puis je me suis installé dans ce studio presque définitivement. Et donc, comme Rosy voyait ça, il a fini par me confier certains travaux. Et puis, il m'a fait engager au studio de dessin des éditions Dupuis. Et de fil en aiguille, j'ai fait quelques petits dessins dans Spirou. Et ce qu'il m'a confié à un certain moment, c'était la remise au format des Gilles Jourdan, au format pocket, parce qu'il sortait des pockets qui s'appelaient les gags de poche à l'époque. Et donc, ça a été un grand honneur et une grande responsabilité pour moi de m'attaquer à Gilles Jourdan. C'est-à-dire qu'il fallait recopier les dessins en petit Il ne format. fallait pas les recopier, mais il fallait les découper, Oui. les remettre au format de poche, donc rajouter par-ci par-là un peu de décor, parfois changer les choses complètement, mais tout ça se faisait avec des ciseaux et du papier et de la colle. Oui. Donc c'était assez compliqué à faire, mais bon, c'est un défi. Un studio de dessin, on n'imagine pas ce que c'était à l'époque. Qu'est-ce qui se passait, Turc? Dans un studio de dessin, qu'est-ce qu'on faisait? Ah, alors, il y avait 7 ou 8 personnes qui travaillaient là, dont Salverius, qui a été le créateur des tuniques bleues au dessin. Il y avait un caricaturiste, illustrateur, et surtout, on faisait du lettrage, parce que le Spirou était traduit en néerlandais. Donc, il fallait reletrer toutes les pages, et il y avait une lettreuse qui faisait le lettrage. Mais comme c'était un bureau avec rien que des hommes, et cette pauvre fille au milieu, elle en a vu de toutes les couleurs, évidemment. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas accepté, mais les plaisanteries salaces faisaient partie du quotidien. Bien sûr. Là, j'en ai appris beaucoup. Et on rougissait d'ailleurs à la fin, non? Un petit peu, parce que c'était quand même assez osé parfois. Oui, exactement. Mais je ne vous dirai pas quoi.
Alors, et il se trouve aussi que c'était une époque qu'on a oubliée où il y avait Spirou est toujours en hebdomadaire, mais il fallait faire rentrer les planches toutes les semaines, il fallait travailler avec les dessinateurs, c'était pas simple du tout. Oui, oui. Mais tant que les magazines ont existé, ça a été le cas. On travaillait au jour le jour. Il y avait toujours... comment... C'est pas comme maintenant où on fait son album à son aise et puis il est publié quand il est fini. Là, avec les hebdomadaires, il fallait de semaine en semaine accoucher des planches, quoi. Et à l'époque, Turc, il n'y avait pas d'école de BD. Et finalement, ce que vous avez fait, est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui, ce privilège que vous avez eu? Je n'en sais rien. Franchement, c'est une bonne question. Mais on ne peut pas comparer les deux époques. À mon avis, j'ai vécu l'âge d'or de la BD. Oui. Oui. Je ne pense pas que je pourrais refaire cette carrière aujourd'hui. Parce que, pourquoi? Parce que tout a changé. Oui, mais en même temps... Et bientôt, on va arriver à la BD faite par l'intelligence artificielle. Donc, j'espère que non, mais bon. Non, moi aussi j'espère que non, mais de toute façon l'intelligence vous avez, l'intelligence de la BD et le réflexe. Et il y a une autre date importante qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante, c'est le 14 mai 1938. A tout de suite sur Sud Radio avec Turc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Turc, dessinateur qui publie Éclair de génie, scénarisé par Zidrou au Lombard, 56e album de Léonard. On va petit à petit y venir. On a évoqué vos débuts dans le dessin, bien meilleur qu'à l'école. Et le 14 mai 1938 est sorti un film qui a beaucoup compté dans votre vie. Robin des Bois, qui est le film le plus cher produit à l'époque dans l'histoire du cinéma américain. Et c'est James Caillet qui devait tenir le rôle, et c'est Errol Flynn qui en a hérité finalement. Et c'est vrai que ce film a été important dans votre carrière. Oui, absolument. En fait, je ne connaissais pas du tout le film, mais quand j'ai rencontré Bob de Groot, avec qui j'ai créé Léonard, on regardait la télé un soir chez lui, et on a vu ce film. Moi, je ne le connaissais pas, et lui, il le connaissait, mais il y avait longtemps qu'il n'avait plus vu. Donc, on l'a trouvé tout à fait dépassé, et tout à fait... les acteurs jouaient avec un style empoulé. Donc, on riait plus de ça que d'autres choses. Et on cherchait à ce moment-là une idée de personnage. Et on s'est dit, ça a fait tilt, on s'est dit, tiens, ben, on va faire une caricature de ce film. Et c'est ça qui nous a donné l'idée de lancer Robin des Bois. On a présenté à ce moment-là une histoire de 4 pages qui se moquait vraiment de la légende. Et Greg l'a accepté dans le journal Tintin, et puis c'est parti comme ça. Greg était à l'époque le rédacteur en chef du journal Tintin. Alors, on s'interroge aujourd'hui pour savoir si Robin des Bois a vraiment existé, mais il y a une chose qui est sûre, que son nom était Robin Hood, il y a Robin la Capuche, et pas Robin des Bois. C'est une erreur de transcription dès le départ. Oui. Et on pense qu'il y aurait un certain Robin Hood, valet de chambre du roi Édouard II, qui a décidé de quitter la cour pour partir en forêt, et que ce serait le point de départ de Robin des Bois. Je n'en sais rien. Alors, votre Robin du Bois, qui a eu un énorme succès, au départ, c'est une parodie, parce que le shérif, bon, il est contre lui, mais en même temps, ils boivent des coups ensemble. Oui, bien sûr, ça a évolué petit à petit, parce que, bon, quand on fait une histoire en 4 pages, on ne pense pas à la suite. D'ailleurs, on n'y pensait pas du tout à l'époque. C'était purement alimentaire. Et donc, il a fallu amener des personnages secondaires. Il y a eu les chevaliers teutoniques, etc. C'est pour enrichir la sauce. Et le shérif, qui au départ était une sorte de guignol dont Robin des Bois se moquait, c'est question de trouver des idées de scénario. Et finalement, il est devenu copain par moment et ennemi à d'autres de Robin des Bois. Vous avez transcrit la vie quotidienne, puisqu'il va au bistrot, au café boire un coup, et Cunégonde, sa femme, le cherche partout. Voilà, oui. Ça, c'était un peu Bob de Groot qui
transcrivait sa vie en scénario de Robin Dubois. Voilà, exactement. Alors, il se trouve que le succès est quasi immédiat, à votre grande surprise. Oui, ça a démarré, le succès a démarré quand Greg, qui avait le nez creux, a placé... Il nous a demandé de faire des gags en une page qu'il a placé au dos du journal Tintin. Et le dos du journal, c'est ce que les lecteurs lisent en premier. Et donc, à partir de là, l'audience a grimpé. Il faut dire que aussi, on s'améliorait, moi, au point de vue dessin, et de Groot au point de vue scénario. Donc, à mon avis, ça a joué aussi un petit peu. Et le journal Tintin, à l'époque, c'était un hebdomadaire qui se vendait très bien en France et en Belgique. Il y avait un référendum annuel. Et vous vous êtes retrouvé, à votre surprise générale, en tête du référendum pendant 8 ans. Oui. On a été évidemment très fiers. Ça vous a surpris? C'est venu progressivement. Hein. Surpris, oui. Oui, parce qu'il y avait quand même d'autres pointures dans le journal. Hein. Oui, mais il y avait une complémentarité avec De Groot que vous avez connue par hasard dans le studio des dessins. Oui, au départ, le studio de dessin chez Dupuis. Et, quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde dans nos goûts dans la vie et en bande dessinée surtout. Et donc, ça a fonctionné tout de suite. Oui, vous rigoliez ensemble de tout. Oui. Et vous avez commencé, je crois, par l'aider dans une histoire de pilote qui était l'aventure d'un espion caméléon. Oui. Sur scénario de Fred, l'espion caméléon. On a fait, je sais pas moi, une dizaine d'histoires en 6 pages, je pense. Et puis on est passé à autre chose. Oui, mais en même temps, aider, ça veut dire qu'un scénariste ou dessinateur est toujours en retard. C'est le principe. Jean-Michel Charlier était toujours en retard sur ses histoires. Oui, et Bob avait la manie de commencer, d'attendre la dernière minute avant de commencer à travailler. Donc, forcément, il avait besoin d'aide. Voilà. Et on y passait des nuits. Ah, carrément. Oui. Mais c'est le cas aussi, Edgar Jacobs avec Black et Mortimer était toujours en retard. Ouais. Charlier, donc, on lui demandait un scénario, il disait « je vous l'envoie ce soir », il n'avait pas commencé à l'écrire. Oui. Et je crois que Bob de Groot écrivait dans un café à la sortie de l'autoroute, ou à l'entrée de l'autoroute. Oui, à Wavre, près de Bruxelles. Et quand on voulait le trouver, c'était son bureau, là. Ouais, c'est peut-être pas... Et j'ai jamais compris comment il pouvait travailler dans ces conditions-là. Et alors, vous signez turc. Pourquoi turc? Parce que grec. Non, parce que la première histoire que j'ai dessinée, qui s'appelait Eustache Trompe, c'était la trompe d'Eustache, comme le talon d'Achille. Voilà. Et grec. Grec et turc, oui, c'est logique. Et c'est resté comme ça. Ouais. Alors, finalement, le problème, c'est que il a fallu vous mettre à travailler très vite. Et vous avez une spécialité, un minimum de décors, ce qui n'est pas si courant dans l'histoire de la bande dessinée turque. Ah, alors là, on rentre dans la technique. C'est surtout dans les gags en une page, où il faut être très clair, évidemment, parce que le lecteur doit comprendre le gag. C'est toute une alchimie. Hein. Un gag en une page, il faut donner tous les éléments au lecteur pour qu'il comprenne la chute, sans la dévoiler. Donc il faut être un brin sournois. Voilà. Ça me va très bien. Et il se trouve en plus que ça vous a changé, puisqu'au départ, vous aviez un maître qui était Franquin, et vous rêviez de devenir le nouveau Franquin. Oui, tout à fait. Et lui, il a beaucoup de décors. Oui, beaucoup de décors et beaucoup de détails. Hein. Ça, c'est oui, évidemment. Mais non, je dis, c'est une alchimie. Il y a des cases. Quand un personnage dit quelque chose, il ne doit pas forcément y avoir du décor derrière. C'est comme un gros plan au cinéma, finalement. Donc, et il y a des cases où, évidemment, on doit mettre beaucoup de choses parce qu'il faut expliquer énormément de trucs. Alors, cette forme d'humour que vous avez en commun, Bob de Groot et vous, c'est presque l'humour américain, c'est presque l'humour de Tex Avery. Oui, on adorait tous les dessins animés de Tex Avery. C'est l'humour américain, oui. Et Bob de Groot s'en était très très bien imprégné. Pour moi, c'était le meilleur gagman de sa génération.
Tout à fait. Il avait très bien assimilé ça. Et bon, moi j'ai essayé de servir ça au dessin, évidemment. Alors, Tex Avery, effectivement, il avait été engagé par la Warner Bros. Pour devenir l'anti-Disney. Oui. Il a créé d'abord Elmer, Oui. le cochon, ensuite Daffy Oui. et Bugs Bunny. Et puis un jour, dans un album, dans un dessin, il dit Quoi de neuf, docteur Et c'est resté l'expression culte de Bugs Bunny. Oui, Et c'est vrai que dans ce genre de dessin, tout est possible. oui. Et ça vous amuse. Ça, oui. Ça, et notamment, ce qu'on a beaucoup employé dans Robin du Bois et dans Léonard, c'est le nonsense comme ça, mais aussi les anachronismes. Parce que dans Robin du Bois, il pourrait ouvrir un arbre, et sortir un téléphone de l'arbre et appeler quelqu'un. Ça ne dérangerait pas. Mais Exactement. au départ, les lecteurs de Tintin ont été un peu désappointés par ce côté-là. Mais ça a marché très vite. Oui, oui. Et c'est vrai que ce que vous avez fait est assez unique dans l'histoire de la BD belge. Ah, c'est vous qui me le dites. Hein. Et il se trouve ensuite que ça a commencé aussi avec les mini-récits, qui étaient une invention d'Yvan Delporte pour Spirou, qui consistait à tester les auteurs Oui. avec des petites histoires. Oui. Et ça, c'était très particulier à faire. Oui, parce que là, ça apprend beaucoup à simplifier, à aller à l'essentiel, autant dans le récit que dans le dessin. Donc j'ai appris beaucoup, on en a fait 4 avec De Groot. Et donc, Avec Archimède, je crois. Archimède, oui, voilà, qui était un personnage un peu fantastique, humoristique, nonsense, etc. Déjà à cette époque-là. Vous avez quand même fait des décors, je crois, en travaillant avec Tibet. Oui, avec Tibet pour les As. Non, Les clubs des peurs de rien. Le club des peurs de rien. Oui, on l'a aidé sur quelques épisodes. Et aussi avec Greg pour les As dans Pif Voilà. Gadget. Oui. Oui, car un dessinateur doit savoir tout faire. Un dessinateur travaille aussi dans l'ombre de ceux qui signent. Oui, oui. Mais c'est comment... C'est admis, hein, c'est comme ça. Oui, mais c'est une façon d'apprendre son métier aussi. D'apprendre son métier, oui, et de survivre aussi, hein, parfois. Oui, parce qu'effectivement, c'est Oui. gagner sa vie entre 2 albums. Oui, oui. Mais c'est à partir de tout ça que vous avez appris véritablement votre métier. C'est Oui. l'observation et ce travail. Oui, oui. On apprend beaucoup. Et aussi, quand j'ai commencé en faisant les gags de poche Oui. sur le dessin de Tilleux. Oui. En tout cas, ça a continué. Et puis, il y a une date importante dans votre vie. C'est un 11 septembre, mais heureux, le 11 septembre 2015. À tout de suite sur Sud Radio avec Turc. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Turc, mon invité. Le 56e album de Léonard et Claire de Génie est sorti au Lombard. On va l'évoquer tout à l'heure. Mais on en revient à une date importante, le 11 septembre 2015. C'est la consécration, car ce jour-là, on inaugure à Bruxelles, devant le 23 de la rue des Capucins, une fresque murale Léonard, où il y a Léonard, son disciple, et Léonard peint le palais de justice de Oui. Bruxelles. Ça vous a marqué, ça? Oh, bien sûr, c'est une espèce de consécration d'avoir un mur dans une rue de Bruxelles. Oui. C'est un mur de 15 mètres carrés quand même. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que quand on vous a proposé ça, ça vous a tout de suite surpris parce que c'est pas si courant. Vous n'auriez jamais imaginé ça à vos débuts. Bien sûr. Oui, oui. Et Déjà que à cette époque-là, on ne peignait pas encore des fresques sur les murs. voilà. Ouais. Mais il se trouve que c'est dans cette rue qu'est née une bière, la Mort Subite, très célèbre, Ah, qui j'en était savais fabriquée rien. dans une brasserie Vossen, Oui, juste à côté. Ouais. Et c'est vrai que inaugurer une fresque, c'est un moment d'émotion, non? oui. Vous en souvenez? Oui, oui, parce que bon, il y a tous des personnages importants qui sont là à ce moment-là. Oui, Oui. oui. Il y a une fanfare. C'est vraiment amusant. Ouais. Oui, mais en même temps, cette fresque, vous l'avez supervisée, comment c'est né? Ah, bon, j'ai tout dessiné, mais c'est une entreprise spécialisée qui fait le travail. Hein. Et cette rue, vous la connaissiez, la rue des Capucins? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ça a été choisi parce que, en fait, je crois que la ville de Bruxelles a commencé à faire des murs avec des BD, des fresques murales, parce que elle voulait lutter contre les affiches publicitaires qui enlaidissaient la ville.
Oui. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, enfin, une bonne idée, mais parce qu'il y a des belles affiches quand même. Oui, mais il y a Oui. aussi Oui. beaucoup de fresques. C'est un dommage que la BD belge, finalement, elle est très particulière. La ligne claire, ou ce que vous faites, c'est la base de la vraie BD qui a touché plusieurs générations. Il faut voir ce qu'on entend par ligne claire. Oui, Moi, je préfère dessin clair. oui, oui. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut toujours être très clair. Et j'espère que je suis clair. Vous êtes clair. Et je crois que cette fresque murale, il y avait une autre fresque que vous avez réalisée en 73, avec 52 scènes, une par semaine, dans une rue, pour le journal Tintin. Ça s'appelait La plus grande image du monde. Oui. Comment c'est né ça? Idée de Greg, Oui. qui était rédacteur en chef. Il a dit, vous allez faire ça. Voilà. Et donc, on s'y est mis. Bob de Groot s'est dit, mais c'est pas possible, je vais jamais arriver à trouver des idées pendant 52 pages. Et puis finalement, il l'a fait. Et c'était quoi à chaque fois? C'était une rue qui se poursuivait sur 52 pages avec toutes des petits gags qui se passaient de semaine en semaine. Bon, pour Bob, c'était la grosse difficulté de trouver des gags. Et pour moi, c'était de faire une rue sans perspective. Parce qu'aux dessins, on doit toujours mettre de la perspective. Et là, tout doit être de face, forcément. Mais bon, c'est un défi qui est amusant à relever. Oui, le dessin, vous l'avez appris instinctivement, finalement, Oui. en turc. Oui, tout à fait, oui. C'est quand même pas si courant. Oh, je crois que tous les dessinateurs le font d'instinct. Alors, Léonard, justement, est né lorsque Greg a remarqué un personnage secondaire dans Robin des Bois qui s'appelait Mathusalem. Oui. Comment Non, ça il ne s'appelait pas Mathusalem, il s'appelait Léonard. Il s'appelait Léonard. Il s'appelait Léonard, et Greg a dit, comme il était en train de lancer Achille Talon Magazine et qu'il avait besoin de héros, il a vu ce personnage et il a dit non, vous ne le faites pas dans Robin des Bois, changez son nom. Et donc on l'a appelé Mathusalem, oui. et il a pris Léonard pour Achille Talon. À ce moment-là, de Groot s'est aussi arraché les cheveux parce que il s'est dit on va lui faire inventer les 2-3 trucs qui sont connus que le vrai Léonard a inventé. Puis après, qu'est-ce que je vais lui faire inventer? Et il a eu l'excellente idée de lui faire inventer des objets contemporains. Et donc c'est devenu une mine inépuisable. Alors, Achille Talon, au départ, bon, c'est un personnage qui est né dans le journal Pilote comme bouche-trou. René Goscinny avait besoin d'un bouche-trou et Greg a créé Achille Talon. Ça a tellement marché qu'il y a eu Achille Talon Magazine. Mais Achille Talon Magazine, ça n'a pas duré. Donc, Léonard a connu quelques difficultés au début. Oui. Donc, quand Achille Talon Magazine a cessé de paraître, il y avait la matière à faire un album. Et Dargaud l'a sorti puisqu'il avait financé le bazar. Et bon, il s'est vendu à, je crois que c'est 6 000 exemplaires à l'époque. Oui, le premier Astérix s'est vendu aussi à 6 000 exemplaires. Hein. Oui, donc, oui. C'est la suite qui n'est pas la même. Mais donc, Bob et moi, on s'est dit à ce moment-là, c'est foutu, quoi. Dargaud n'avait pas forcément envie de réinvestir pour continuer la série. Et heureusement, il y a un journal hollandais qui s'appelle Epo, qui a racheté les pages qui étaient faites. Il les a passées dans son canard et ça a eu du succès. Donc, il nous en a recommandé après. Et donc, pendant quelques années, on a travaillé uniquement pour ce journal, qui finalement a recédé les droits à Pif Gadget. Et quand le père Dargaud a vu ça, il n'a pas été content. Il nous a demandé de retravailler pour lui. Voilà, et c'est à partir de ça que ça a eu du succès. Ça a eu beaucoup de succès grâce au tirage de Pif, hein, il faut le dire. Oui, car Pif Gadget était un événement. Chaque semaine, il y avait un gadget. Oui. Et l'idée, on ne le sait pas, c'est le directeur commercial de Pif qui avait pensé à imiter les cadeaux bonus qu'on trouve dans les paquets de lessive. Qui a dit on va faire le même principe avec un journal. Tout à fait, Et ça a été un immense succès. Oui. Donc, résultat, vous avez compris aussi qu'il y avait une pépite derrière tout ça. Oui.
Et alors, il a fallu partir quand même de faits réels. Vous avez d'abord étudié l'histoire de Léonard de Vinci, Turc? Oui, j'ai lu à peu près tout ce qui a été écrit sur lui. J'ai appris notamment qu'il avait eu plusieurs disciples, Oui. donc on n'avait rien inventé. Qu'il avait eu une femme d'ouvrage qui s'appelait Mathurine. Mais ça, on a appelé notre Mathurine à cause de la vraie. Et à mon avis, il a eu plusieurs femmes de ménage aussi. Et donc on s'est bien documenté, mais finalement, c'est pas tellement ces inventions-là qui ont servi d'inspiration. C'est plutôt le monde contemporain. Voilà, mais au départ, c'était un personnage idéal parce que c'était un personnage très original lui-même. C'est-à-dire, vous avez découvert Léonard de Vinci comme quelqu'un qui était beaucoup plus intéressé par ses inventions que par la peinture ou par la Joconde. Oui, oui, et c'est aussi un personnage universel. Il est connu du monde entier. Les Japonais le connaissent. Il est connu partout. Hein. C'est un des plus grands personnages, avec Jules César et Napoléon, connu du monde entier. Et il a inventé quand même beaucoup, même si vous en avez rajouté. Oui. Oui, des trucs étonnants, comme le scaphandrier. Ouais, tout. Et je crois qu'il a passé 15 ans sur un projet de statue équestre en l'honneur du père de Ludovic Sforza, qui était son mécène, mais il n'y est jamais arrivé. Oui, c'est parce qu'il était perfectionniste, à mon avis. C'est comme avec la Joconde, il l'a retouché je ne sais combien de fois. Et vous avez développé le personnage parce qu'il pouvait tout inventer dans tous les domaines. Oui. C'est la mine d'or. Il était vraiment en avance sur son temps. Oui, franchement, oui. Et alors, il y a une chose, il était aussi tellement en avance sur son temps qu'il était végétarien. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous le savez, il achetait les oiseaux en cage au marché, il leur redonnait la liberté. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà. Et il mangeait des pâtes. Je ne Oui. sais pas si vous l'avez utilisé dans vos albums. Il avait inventé une machine à faire des ficelles mangeables. Ah C'était bon? des pâtes, oui. Oui. Donc, c'est pas Marco Polo qui a ramené les pâtes de Chine. Il les aimait. C'est Léonard qui les a inventées. Voilà. Donc, parce que finalement, il y a des milliers d'hypothèses sur Oui. Léonard de Vinci. Oui. Et il y a un lieu quand même emblématique pour Léonard de Vinci, et ce lieu est visité, et un guide en fait la visite pratiquement tous les jours. Alors le château du Clos Lucé a été construit au début du XIIIe siècle sur un piton rocheux. Vous connaissez le château surplombe du la Clos ville Lucé d'Amboise, où qui il est a passé les 3 dernières années de sa vie? Oui, très bien. J'ai déjà fait des séances de dédicaces là-bas et tout. Ouais. Et c'est vrai que le parc rend hommage à ses inventions. C'est magnifique. C'est magnifique. Je le conseille à tout le monde de faire une visite. Et d'ailleurs, les albums de Léonard sont en vente. Au Clos Lucé. Oui. On vous a appelé comme ça au départ ou vous êtes allé le visiter d'instinct, Turc? Je suis d'abord passé par là pendant les vacances. Oui. Et puis, j'y ai été invité, je ne sais pas à quelle occasion. Oui. Et ils sont très bien. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, ce château appartient depuis 1854 à la famille Saint-Brice. De Gonzague Saint-Brice, bien connu, n'a pas pu y habiter parce que sa tante ne voulait pas. Il lui a donné un chalet qui était occupé par Napoléon à la sortie. Et ce chalet est devenu le symbole de la forêt des livres où on allait tous les ans, même signer sur les murs de la maison. Bon. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Non. Et la forêt des livres, qui est très célèbre, se déroule tous les ans juste à côté du Clos Lucé. Alors, j'en reviens à Mathurine, la domestique, parce que donc, effectivement, elle a existé et elle a même, vous avez découvert qu'elle a hérité de Léonard de Vinci. Ah, non. Ah si, elle a hérité de son manteau et d'un peu d'argent. Eh ben, j'en savais rien. Voilà. Et c'est vrai que vous en avez fait un personnage qui est une surdouée qui reste à sa place. Oui. Expliquez-moi. Je crois que c'est dans un gag en une page. Léonard fait un calcul très compliqué et il ne trouve pas la solution. Et c'est elle qui vient et qui finit le calcul, quoi. Voilà, exactement. Je ne sais pas si c'est à ça que vous pensez. C'est exactement ouais. ça. Ouais. Mais à chaque fois, il faut partir dans le délire. Et ça, vous en rajoutez ou vous laissiez à Bob de Grotte le soin de délirer sur ce sujet? C'est une alchimie. On s'entendait bien, donc parfois, au lieu de me faire des croquis pour me montrer ce qu'il fallait faire,
Il me téléphonait, il me disait tu fais ci, tu fais ça. Et puis quand j'avais finalement dessiné la page, il disait oui, c'est tout à fait ce que je vois. Parce qu'on était vraiment en osmose, quoi. Et le succès a été immense tout de suite. De Léonard? Oui, après, lorsque vous êtes revenu chez Dargaud, puis au Lombard, ça a été immense. Oui. Enfin, immense, oui. C'est Soyons modestes, c'est pas Vous avez vendu Astérix. 9 millions d'albums quand même. Ah oui, oui. C'est quand même pas si mal. Mais ça vous a surpris ou vous pensiez que... Le fait que ce soit venu progressivement, il n'y a pas vraiment d'effet de surprise. Il y a une satisfaction, évidemment. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que ce serait possible qu'on laisse autant de chance à une série de s'installer petit à petit? Je n'en sais rien. Je me pose la question, mais je ne suis pas prêt à recommencer. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous continuez. Oui, mais à recommencer à notre époque. À notre époque. Je suis prêt à recommencer quand j'ai commencé. Voilà, c'est autre chose. Justement, cet album, on va l'évoquer à travers la date de sa sortie, le 29 août 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Turc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Turc, le 56e album de Léonard, Éclair de génie, scénarisé par Zidrou, dessiné par Turc aux éditions du Lombard. C'est un album où vous célébrez en même temps les 50 ans de Léonard, ce que vous n'auriez jamais imaginé au départ. Oui, exactement. Mais bon, c'est un plaisir, évidemment. Oui, mais quand vous avez commencé, vous ne pensiez pas que vous feriez 50 Non, albums. non. 56 non, albums. non. Et ces 56 albums, ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé en 50 ans, c'est plus d'un album par an. Oui, surtout à l'époque où on était publié dans le journal hollandais dont j'ai parlé tout à l'heure, où le rédac-chef nous considérait un peu comme des bouches-trous. Oui. Donc il avait besoin d'une histoire en 8 pages. Il disait, voilà, pour la semaine prochaine, je veux 8 pages. Bon, ça va, hein, on s'exécutait. Puis la semaine d'après, c'était 4, puis de nouveau 6. Et comme ça, on a fait à cette époque-là plus d'un album par an. Oui. Alors, Bob de Goat nous a quittés en 2023, et vous avez continué avec un autre scénariste, Zidrou, Oui. qui connaissait bien la série. Oui. Bon, il la connaissait bien, et puis il s'est repenché sur tous les albums, et il a exactement compris comment ça marchait, que c'était les trucs que de Groot avait mis au point. Donc il a pu continuer dans cette voie-là, dans le même esprit exactement. Il a fait ça super bien, en ajoutant sa touche de nouveaux personnages, etc. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez tellement travaillé avec Bob de Goat que vous auriez pu arrêter après sa disparition. Oui, j'aurais pu arrêter, oui. Ça, j'aurais été masochiste, là. Oui, parce que vous n'êtes pas du genre à arrêter. Non. Et puis, Zidrou, je crois qu'il a été instituteur, et il a créé une autre série qui est devenue célèbre au cinéma, qui est du Cobu. Oui. Et il a aussi le sens du gag et le sens de oui, mais il fait tout. Je l'appelle le scénariste caméléon, parce qu'il peut faire du réaliste comme de l'humoristique, avec des esprits tout à fait différents. Alors, Léonard, c'est le personnage principal, mais celui qui prend tous les coups, et là on se retrouve dans Tom et Jerry, c'est le disciple. Oui. Comment est né ce personnage? Alors, au départ, il n'y avait que Léonard, et puis Bob s'est dit il faut enrichir la sauce, donc est-ce qu'on ne lui adjoindrait pas un disciple qui serait un peu un bonnet qui gaffe tout le temps, un peu à la Gaston. Oui. Et c'est comme ça que le disciple a été introduit. Mais alors, j'ai une anecdote. Pour son physique, j'avais vu un one-man show de Rufus. Et Rufus, il m'avait bien fait rigoler je crois que c'est dans Ne nous fâchons pas, où il était le prof d'anglais de Mireille d'Arc. Et donc, il faisait un one-man show qui passait près de chez moi. Je suis allé le voir et il faisait tout son one-man show avec un béret enfoncé jusqu'aux yeux. Et ça m'a inspiré le personnage de disciple. Donc voilà. Et le disciple qui prend tous les coups, qui explose à chaque fois, et qui s'en sort miraculeusement et qui est jamais payé, jamais reconnu. Ça, c'est le principe du gag à l'américaine. Hein.
le personnage qui est tout à fait bousillé à une case et puis qui est de nouveau en pleine forme à la case suivante. C'est un mécanisme qui doit être compris du lecteur. Hein. Je ne sais pas si ce serait encore possible maintenant, où le second degré n'est pas tellement bien vu. Oui, on accuserait le Léonard de harcèlement aujourd'hui. Voilà, de sadisme, oui. Mais c'est le principe de Tom et Jerry qui explosait à chaque case et qui revenait. Oui. Et on oublie que Tom et Jerry, le nom est né, je ne sais pas si vous le savez, en référence aux soldats anglais, les Tommies, pendant la guerre. Et Jerry, c'est le diminutif de l'ennemi allemand. C'est né comme ça. Oui. Alors, le disciple donc reçoit tous les coups, et dans le nouvel album Le Clair de Génie, ça continue. C'est-à-dire que Oui, il n'y a pas de tradition raison. est respectée. Mais en même temps, il y a des choses nouvelles. D'abord, il y a une fille adoptive de Léonard. Ça, c'est venu comment? Ça, c'est Zidrou qui a eu cette idée. Il trouvait que ça venait un peu adoucir le côté méchant, quoi. Oui, parce que il fallait un peu de tendresse dans cette histoire. Oui, d'ailleurs, il y a un moment où Mozzarella, cette fille, a un moment de tendresse avec Léonard, ce qu'on n'aurait pas pu imaginer au départ. Je vois pas. Il y a un gag où elle l'appelle, elle est très tendre avec lui en lui tirant la barbe. Oui. Et puis, il fallait toucher les nouveaux lecteurs, et pour ça, il faut qu'il y ait tout le véganisme, la Silicon Valley, tout ce qui peut exister aujourd'hui. Oui. Donc, Zidrou a bien compris le truc et il a repris les ficelles de Groot. La cryptomanie, les OGM sont évoqués aujourd'hui. Oui. Et pour vous, c'est difficile à évoquer ou c'est pas compliqué? C'est pas compliqué, non. C'est un moyen de toucher les nouveaux lecteurs? Je n'en sais rien. On verra. Mais il y a aussi le gag de la tarte à la crème, qui n'avait jamais été employé dans Léonard. C'est vrai. Je ne m'en souviens même plus. Ah si, il est dans l'album, je vous l'assure. Oui. Et il y a le gag de la tarte à la crème, et ça, c'est aussi une tradition. Je ne sais pas si vous avez vu, vous êtes fan de Laurel et Hardy. Oui. Il y a un film muet où il y a 400 tartes à la crème qui sont lancées. C'est génial. Et ça, c'est pour vous, c'est des choses traditionnelles qui traversent les générations? Ce sont des clichés qui sont repris à travers le temps. Alors, il se trouve aussi que Spirou a parlé de Léonard. Moi, j'ai un souvenir d'enfance de Spirou où il y avait des gags un peu bêtes. Et un jour, il y a « Pourquoi Léonard se mit-il à couper du bois? Parce que Léonard de Vinci. » Oui. C'est dans Spirou bien avant Léonard. Oui. C'est un classique. Un classique, mais qui était précis. Alors, vous dites que vous ne vous souvenez pas, c'est-à-dire que vous avez quand même fait 2500 planches. Comment on fait pour s'en souvenir, ou comment on fait pour, de temps en temps, il faut s'y retrouver? J'ai fait 2500 planches. Oui. On me tue. Elles vont bientôt être exposées à la galerie Vertibraine. Pas toutes, évidemment. Mais quand je les vois, quand je me replonge dans mes archives, que je vois toute cette masse de planches, j'en suis fier, évidemment, mais ça me donne un grand coup de mou aussi. C'est-à-dire que vous avez, à une époque, énormément travaillé. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à 3 albums par an, ce qui est énorme. Oui, Clifton, Robin Dubois et Léonard. Oui. Et comment on fait pour faire tout en même temps, justement? On ne dort pas beaucoup. Oui. Et puis, il faut qu'on aime ça. Hein. Et ça, mais en même temps, ça devient une mécanique, non? De travail. Il faut éviter la mécanique, oui. Il faut essayer de se renouveler quand même, d'essayer de jamais, le moins possible, 2 fois la même chose. Oui. Donc, quand je dis qu'il y a eu 9 millions d'albums, je crois qu'ils ont été traduits en 13 langues. Il y a une série télé en 30 langues aussi. Ça aussi, c'est une chose étonnante que vous n'auriez pas imaginé au départ. Ah non, sûrement pas. Non, au départ, je ne pensais même pas que c'était édité plus qu'en français, donc, sauf en Belgique où il y a 2 langues même. Et comment l'expliquez-vous, justement? Par l'universalité du sujet. C'est un peu comme Astérix, qui est compris par tout le monde. Oui, on n'a pas besoin C'est universel. Oui.
Mais à chaque fois, Le thème est universel, quoi. oui, mais en même temps, il faut renouveler Oui, les expériences oui, et, oui. Oui. et les inventions. Oui, Et à chaque fois, il faut les dessiner, il faut les imaginer. oui, oui, oui. Et je crois que à partir du moment où on ne s'amuserait plus en le faisant, il faudrait arrêter. C'est-à-dire que vous avez mis un maximum de boulons dans vos dessins. Oui. Ah oui. Mais j'aime ça. Voilà. C'est-à-dire que est-ce que les machines que vous inventez peuvent ressembler à la réalité ou est-ce que c'est totalement utopique? J'essaye qu'elle donne l'impression de pouvoir fonctionner, mais je suis sûr que non. C'est un peu comme mes jouets dans le temps, quand je les démontais, je ne pouvais pas les remonter. Mais il y a, je crois, un château à Monttoiron dans la Vienne Oui, où il y a une chasse au trésor Léonard. oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un château, bon, c'est une sorte de parc d'attractions où le thème c'est Léonard et les inventions. C'est fou ça aussi. Oui, c'était aussi une surprise. Ça, j'aurais jamais imaginé ça non plus quand j'ai débuté. Et puis il y a une Léomobile pour les collectionneurs. Oui, en maquette, oui, oui. Parce Très, que très, très, très bien faite. Par la marque Zone. oui, Bon, j'ai fait un croquis, évidemment, pour un plan. oui. Et elle est très, très fidèle. Et là aussi, vous touchez aussi bien les anciens que les jeunes et les collectionneurs aussi, et les Oui. passionnés automobiles. Oui, passionné automobile, je ne sais pas vraiment, mais les collectionneurs, sûrement, oui. Et vous avez, je crois, une vieille voiture que vous bricolez régulièrement. Oui, on peut rien vous cacher, oui. Une coccinelle, je Une crois. coccinelle, oui. Que j'ai customisée, avec laquelle je m'amuse de temps en temps. C'est-à-dire Je fais des balades. mais elle fonctionne encore. Elle fonctionne bien, oui, très bien. Oui. Mais il faut de temps en temps la bricoler, la réparer. Oui, mais je l'ai réparée une fois pour toutes et maintenant elle fonctionne super bien. Donc vous auriez pu avoir d'autres voitures quand même, non? Oui, ben j'ai d'autres voitures. Hein. Oui. Et c'est celle-là qui compte. Oui. Alors, il y a effectivement une exposition de planches originales jusqu'au 11 octobre à la galerie Hubertier et Brenne, qui est avenue Matignon aux Champs-Élysées. Et là, ce sont exposées des planches. C'est un phénomène nouveau qui n'existait pas voici quelques années. Et aujourd'hui, les planches s'arrachent sur des valeurs incroyables. Oh, je n'en sais rien. Je ne savais pas que les planches se vendaient, moi. Mais, hein? Non, mais c'est vrai qu'une exposition de Léonard dans une galerie prestigieuse des Champs-Élysées, Oui. là aussi, c'est un événement. Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, il y a déjà eu une exposition chez Hubertier et Brenne à Bruxelles en 2019. Et à Paris, maintenant, c'est la consécration. Et puis, il y avait eu quand même Angoulême, où vous aviez Angoulême. fait une exposition. Oui. Le Festival d'Angoulême, là aussi, vous l'avez vécu à la grande époque, une grande époque joyeuse. C'était il y a combien d'années? Une quinzaine d'années, ça. Oui. Oui. Une grande exposition avec des maquettes d'invention en grandeur nature qui étaient bien faites. Oui. Et vous pensiez que 15 ans plus tard, vous seriez encore là à dessiner Léonard? Je ne me posais pas la question, honnêtement, non. Et puis, je crois qu'un souvenir émouvant, c'est un père qui un jour vous a expliqué que son fils était dyslexique. Ah oui, oui, oui. C'était en Suisse, à un festival. Il était particulièrement troublé, et je me demandais pourquoi. Il vient à une séance de dédicace et il nous raconte que son fils, qui était dyslexique, avait appris à lire grâce à Léonard parce qu'il avait envie de comprendre ce qui se passait dans les histoires. Oui. Et aujourd'hui, le but de cet album et des suivants, parce qu'il y en aura d'autres, c'est de toucher la nouvelle génération, parce que c'est quelque chose qui peut plaire aux jeunes, aux enfants. Oui, bon, je me demande si les jeunes de maintenant embrayent, j'en sais rien. Apparemment, si. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui découvrent Léonard parce que c'est intemporel et parce que c'est un graphisme abordable par tous. Oui, peut-être. C'est pas à moi à donner l'explication. Et l'avenir turc? Ouais, à l'avenir, je vais peut-être encore faire un album, un dernier album. Il y en a un qui est déjà fait, ça je rassure les lecteurs, oui. Et peut-être j'en ferai un suivant. Pourquoi peut-être? Vous ne pouvez pas. Parce que ça fait quand même plus de 50 ans maintenant. Hein. Oui, mais vous avez toujours la joie de dessiner. Oui, j'aime toujours dessiner, oui.
Donc il n'y a pas de raison d'arrêter. Oh, oui. On verra. On verra. En tout cas, le 56e album, c'est Léonard et Claire de Génie, scénarisé par Zidrou au Lombard, que les fans s'arracheront et qui est sorti. Et puis cette exposition au 5 avenue Matignon jusqu'au 11 octobre, c'est quand même une double consécration. Continuez ainsi et revenez pour le prochain Léonard. Ok. Merci Turc, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.